Alors l'exposition de la Villa Bernasconi, qui se termine le 10 juillet, présente 7 artistes dans le cadre d'une collective qui s'intitule Apparition. L'apparition, c'est au sens de la naissance de l'image, du moment où l'artiste considère que son travail est achevé, qu'il a fait naître quelque chose sur le papier, sur la toile ou dans l'espace, et que tout d'un coup l'objet artistique prend forme. Les 7 artistes sont très différents les uns des autres. On a affaire à 2 générations, je dirais. Des artistes qui ont déjà une carrière derrière eux, qui ont accompli vraiment un parcours et qui ont une tradition totalement différente de tous jeunes artistes qui viennent de sortir de l'école. Et je trouvais intéressant de mélanger les catégories. Sinon, les techniques sont aussi très différentes. Il y a des installations, il y a de la photographie, il y a de la peinture, il y a des traitements encore plus surprenants, vous verrez au cours de la visite. Dans cette salle, nous avons le travail de Christiane Grimm, qui est précisément une artiste confirmée, qui a déjà un parcours derrière elle de photographe, qui vient de Bâle. Elle a fait ses études à l'école d'art de Bâle, mais elle est à Genève depuis très longtemps. Et elle travaille essentiellement sur la lumière. Là, elle a fait une série durant 5 ans avec un modèle unique qui est présenté à intervalles assez éloignés les uns des autres, dans un endroit tout à fait particulier, c'est devant une fenêtre avec éclairage naturel, et elle photographie non pas le modèle lui-même, mais le reflet dans la vitre. On a l'impression que le visage sort de la matière et qu'en même temps il est révélé par la lumière, et la lumière elle-même est révélée par le support du visage. Donc c'est un jeu d'interaction entre papier, modèle et lumière. Et c'est vraiment dans ce jeu-là qu'elle intervient. Ce travail a fait l'objet d'une série d'une trentaine de photos qui ne sont évidemment pas toutes présentées. Il aurait fallu presque la maison entière pour ça. On a fait un choix, et le deuxième choix très important, c'est de les montrer sans cadre. C'est qu'elles ne sont pas sous verre, elles sont montrées vraiment à l'état, je dirais, naturel, ce qui permet de sentir ce grain du papier et d'avoir une relation très directe avec le modèle et avec le travail. Et ce qui est très frappant aussi dans ce travail, c'est le regard qui est, malgré le fait qu'il soit très doux, très ténu, il est intense. Dans cette partie du salon, nous avons un artiste plutôt émergent, comme on le dit, c'est-à-dire qu'il a une trentaine d'années. C'est un artiste sénégalais. Et il a fait donc un parcours assez étonnant, avec des traditions culturelles très différentes les unes des autres, ce qui amène dans son travail aussi toute cette tradition africaine sur laquelle il porte un regard très pertinent. Pour chaque travail, il raconte toute une histoire. En l'occurrence, là, il fait référence aux tirailleurs sénégalais qui ont été enrôlés dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale et qui sont morts par dizaines de milliers. Donc, il a fait un travail qui réunit différents éléments, dont des médailles. On voit ici un personnage dont le visage est effacé, donc qui a disparu, mais qui est recouvert de médailles dorées, et qui présente en quelque sorte une personnalité forte du Sénégal, qui est entourée de feuillage, de végétation. On le sent dans une tradition terrienne, et en même temps avec son costume militaire recouvert de médailles, comme une sorte de fantôme encore récurrent, une apparition précisément pour répondre au thème de l'exposition. À côté, c'est un signe de cette occupation française, coloniale française, avec un timbre reproduit qui est marqué du franc. C'est un franc français de l'époque. Il peint toujours sur carton, il recouvre le carton d'une surface noire, et ensuite il peint souvent au Tipex. Le blanc, c'est du Tipex. Il dessine des choses extrêmement fines et parfois très grandes et très jetées. Il y a un trait, une gestuelle qui est très spontanée, et un travail méticulé, détaillé et extrêmement fin. Et c'est cette alternance qui crée un effet extrêmement construit aussi et puissant de son travail. Un autre thème récurrent de l'artiste, c'est la nature, le danger, la mise en danger de la nature par l'homme, la destruction du paysage dans son pays natal notamment,
et les animaux qui sont en train de disparaître et d'être complètement affamés. C'est-à-dire qu'on a un lion squelettique, il reste que le squelette, et il mange des sortes de bulles noires qui sont plutôt inquiétantes. On a l'impression que ce sont peut-être des émanations de puits de pétrole, ou on ne sait pas très bien, des gaz, enfin des choses qui sont visiblement pas une nourriture satisfaisante et qui va lui redonner vie. De même, un squelette humain qui est présenté avec des feuillages, de nouveau le symbole de la nature, qui sont en fait offerts sur l'autel de la guerre et de la destruction. Donc ce sont plusieurs thèmes qui sont rassemblés sous la forme d'une installation complète et qui fait référence justement à un passé qui réémerge comme une apparition fantomatique dans le cadre de l'exposition. Alors là, nous sommes dans la salle de José Pitlou, qui est une des artistes les plus connues de notre exposition. José Pitlou fait un travail très particulier, très personnel. C'est vraiment la matière qui génère les images. Donc elle travaille à partir de toiles nues, évidemment, et c'est avec une couleur qui s'appelle l'alkyd, qui est une huile beaucoup plus fine et plus fluide que l'huile, qu'elle recouvre par couches successives la toile dans une sorte de travail méditatif qui prend en général beaucoup de temps et qu'elle travaille pendant des journées entières. C'est petit à petit qu'elle construit l'image avec des couches superposées. Enfin, je parle d'images alors que les images ne sont pas très concrètes. Là, on a affaire plutôt à une sorte de ciel qui donne l'impression qu'il y a un mouvement perpétuel. Ce sont des toiles qui réagissent beaucoup à la lumière, qui sont changeantes au fil de la journée et selon l'éclairage, si on met un éclairage artificiel ou naturel. Et c'est très beau à regarder d'une façon très prolongée, parce qu'on a l'impression qu'on plonge tout à coup dans des trous de couleurs et qu'on ressort. Et c'est très intéressant à observer parce que c'est vivant, ça devient vivant. Elle fait aussi des petites toiles sur papier, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, quand elle a ce travail très concentré, qui est très astreignant, elle prend des papiers de toute petite dimension qu'on peut voir dans le couloir tout à l'heure. Elle garde la même palette qu'elle a utilisée durant la journée. Elle fait une petite peinture comme ça, très rapide, comme un délassement, comme une récréation après sa journée de travail. Et c'est un peu son travail qui a donné le titre à l'exposition, dans le sens où vraiment c'est un jeu tout d'un coup d'apparition qui la satisfait à un instant donné et qui elle met parfois en péril, parce que si elle met une couche de trop et qu'elle considère que c'est pas bon, tout est détruit et tout est à recommencer. Sabine Tollen est une artiste assez particulière, au parcours assez particulier. Elle a fait tout d'abord une formation d'architecte paysagiste et ensuite elle est venue aux Beaux-Arts à Genève. Si bien qu'elle a les deux regards sur le paysage et sur l'art. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle développe une attention spécialement sur les paysages de montagne, aussi bien avec le dessin qu'avec la photographie. Et ce qui est très intéressant pour cette exposition, c'est qu'elle a souhaité faire une nouvelle série qui est tout à fait surprenante, parce qu'au lieu de photographier des paysages, ce qu'elle a toujours fait jusqu'à présent, des paysages naturels, elle a composé des paysages totalement artificiels. C'est les photos que vous voyez ici. On a l'impression que c'est de la peinture du XVIIe, XVIIIe siècle, des extraits de paysages classiques. On voit mille choses dans ces travaux, on voit de la glace, on voit de l'eau, et en réalité, c'est rien de tout ça. Elle a pris du givre artificiel qu'elle a giclé sur une vitre et qu'elle a photographié en macro. Et ça produit des effets incroyables. Elle est évidemment éclairée aussi d'une façon très particulière. Et elle a souhaité faire le montage de cette exposition aussi d'une façon particulière. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement, peut-être le même mouvement qu'elle a mis en valeur dans son travail photographique. En plus, l'encadrement qu'elle a choisi est très étrange, puisque c'est un cadre en bois qu'on verrait plutôt pour une peinture ou pour une gravure. Et ces cadres sont assez épais, donc on a l'impression d'avoir affaire à des objets. C'est presque comme une sculpture accrochée au mur. Sabine Tollen fait aussi du dessin. Et son dessin, en l'occurrence celui-là, s'intéresse particulièrement à l'interaction entre la nature et
les constructions de l'homme, dans les paysages de montagne tout spécialement. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse à ces routes qui sont renforcées, dont les parois sont renforcées parce qu'il y a des éboulements et il y a des parois de béton qui sont construites. Et elle s'intéresse précisément à l'interaction de la nature sur ces éléments et aux coulures, aux déformations, au jaillissement de petites mousses d'herbes qui naissent même de parois de rochers ou de béton. Et c'est précisément ces coulures qu'elle dessine au crayon et qu'elle reproduit d'une façon très très maîtrisée, très concentrée, avec un trait étonnamment subtil et vivant. Et ce qui est intéressant dans ce travail en particulier, c'est que à la fois ce sont des couleurs, mais en même temps ça fait penser à des chevelures, je dirais même à des scalps. Et c'est ce glissement de sens qui est très intéressant dans son travail, parce qu'on a l'impression de faux semblants, de trompe-l'œil. Lex Vöckli est une artiste bâloise. C'est la seule dans l'exposition qui vient de Suisse alémanique. Et je trouve toujours très intéressant d'inviter dans les collectifs des artistes qui viennent de Suisse alémanique, parce qu'ils apportent un peu un regard différent. C'est une artiste qui récolte des images tout au long de la journée, tout le temps, qui souvent les scanne, les engrange dans son ordinateur, et quand qu'elle prévoit de créer une toile ou une série de toiles, en l'occurrence là il y a une série de 4 toiles, elle réalise vraiment une composition sur une thématique. Donc elle assemble les images, elle les construit, et ensuite elle se libère complètement de sa construction, elle les peint sur la toile. Et là, on a une série qui s'appelle Mon petit ABC. Et Mon petit ABC, c'est donc un abécédaire, et c'est les 4 étapes de la vie qu'elle a voulu symboliser. Ce sont tout d'abord la conception, la naissance, le premier cri, l'affirmation de soi, enfin de l'existence propre, l'accomplissement, la réalisation de soi, la reconnaissance, et enfin la mort, évidemment, avec le miroir sans teint, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, miroir noir. On voit aussi dans ce travail une angoisse, je trouve, une angoisse qu'on retrouve dans plusieurs travaux de cet artiste, qui est la fin des choses, la fin de la vie, la disparition des gens. Lex Vöckli travaille en 2 dimensions, mais aussi en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'elle fait des installations ou des sculptures pour mettre en scène des tableaux, en quelque sorte. C'est ce qu'on voit ici, avec cette vitrine qu'elle a composée comme une nature morte. Et en même temps, le sujet, le titre de cette œuvre, c'est l'Annonciation. L'Annonciation est évidemment un sujet de l'art de toutes les époques. Et elle l'a traité d'une façon assez iconoclaste, je dirais, parce qu'elle utilise des objets totalement usuels, comme des gants en caoutchouc, comme un globe, comme des bulles en plastique, même un dentier qu'on voit dans le fond de l'installation, ou des sortes d'herbes en plastique qui sont installées à l'avant. Donc c'est un mélange assez ironique d'objets très très hétéroclites, très surprenants et totalement contemporains pour raconter l'Annonciation. Et tout est symbolique chez elle. L'ange est figuré par ces quelques plumes qu'on voit dans le fond. Marie a une tête en forme de globe luminaire. On voit un dentier dans le fond qui symbolise la parole, parce que dans la Bible, au début, était le Verbe. Donc pour elle, le Verbe passe par la bouche, par les dents. Donc elle a installé un dentier. Et ensuite, on voit un tout petit oiseau dans sa cage avec un grain jaune qui symbolise l'Esprit Saint qui va apporter la petite graine dans l'utérus de Marie et qui va permettre la naissance de Jésus. Donc tous ces objets sont complètement chargés de symboles, ils sont installés avec beaucoup de soin, mais en même temps ils sont complètement ridicules. Donc il y a une sorte de vertige dans son travail qui est très frappant et qui relate au fond d'une façon pleine de doutes. On sent qu'il y a plein de doutes par rapport à cette annonciation. C'est-à-dire qu'elle la met en place, elle la met en scène, mais en même temps elle se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Cette toile de Lex Vöckli s'appelle Hangover. Hangover, ça veut dire gueule de bois. Et là aussi, on est un peu à la fin d'une chose, mais d'une chose plus légère que la vie quand même. C'est le lendemain de fête qui est décrit ici, avec des perruques qui symbolisent la fête, les cotillons, un genre de nouvel an.
Et puis de la saleté, du noir, on dirait que c'est du goudron. Pour symboliser la fumée froide, l'odeur d'alcool, la saleté par terre, enfin le lendemain de fête qui est vraiment raconté ici. Et un des objets qui est présent, c'est le cadre jaune, un cadre vide, qui est souvent présent dans le travail de Lex Wöcli et qui a un peu comme sens que le théâtre, la vie est un théâtre, mais que se passe-t-il dans ce théâtre? Parfois il est vide. Il y a beaucoup de questions dans son travail. À tout moment, dans chaque toile, chaque installation, elle a l'air de soulever des questions et c'est des questions auxquelles personne ne peut répondre. Ici, on est dans la salle de Lucia Moore. C'est une artiste qui vient des arts appliqués et elle a fait toute une formation dans le domaine du costume et elle s'intéresse beaucoup aux objets. Elle construit ses pièces avec des objets de toute nature qu'elle mélange allègrement pour recomposer d'autres objets. Et il y a une sorte de transgression souvent dans l'usage des objets. Elle a par exemple créé des robes à crinoline avec des morceaux de viande séchée. Et elle fait beaucoup de performances et ces performances sont assez surprenantes et même dérangeantes. Par exemple, cette robe à crinoline a été dévorée par des chiens. Et là, elle a installé dans cette petite chambre une série de chaussures qu'elle a noircies et accrochées en grappe au plafond. Et cette grappe de chaussures s'intitule Sargasse. Elle est sud-américaine et pour elle, la mer des Sargasses, c'est quelque chose de très connu, de très dangereux, puisque les bateaux s'enlisaient dans ces algues flottantes et c'est un lieu de perdition pour les navires. Donc elle a voulu symboliser à la fois le danger que peut représenter des femmes très séduisantes avec des talons hauts et en même temps le danger de cette mer des Sargasses qui est symbolisé justement par cet assemblage de chaussures devenues algues noires par son installation. Simon de Pierra a conçu une intervention dans l'espace. C'est un artiste qui vient de l'École à Lausanne et qui a l'habitude de travailler en grand, qui aurait même souhaité peut-être emballer la Villa Bernasconi ou emballer les arbres dans le parc, ce qui était un peu compliqué, un peu coûteux aussi à réaliser. Et il a opté pour une intervention qui transforme complètement l'espace du deuxième étage. C'est-à-dire qu'il y a deux pièces qu'il a voulu remodeler en les rejoignant d'une part avec une immense couverture de survie et en construisant une sorte de pont qui permet au public de se déplacer, mais seulement dans certains endroits particuliers, et en se glissant, puisque le passage est très étroit, en se glissant par un passage qui est un peu difficile à franchir. Donc il aime beaucoup interagir avec le public, avec le visiteur, et il cherche à l'obliger à voir autrement l'espace et à le rendre attentif à certains éléments de son installation, notamment à la lumière, aux reflets que vous voyez ici sur la couverture survie. Il a installé des spots pour permettre à ces reflets de bouger. Il aime aussi que ce soit interactif, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, à chaque passage, le public fait bouger un peu le tissu de cette couverture de survie, crée des reflets qui se reflètent aussi sur les étendues de miel, qui se reflètent sur les parois, sur les vitres. Il a demandé à Lucia Moore, qui avait fait une intervention et une performance avec du miel, en dansant le tango sur du miel, d'installer une surface de miel dans le cadre de cette sorte de jardin intérieur qu'il a construit. Et c'est vrai qu'à la fois c'est une installation architecturale qui oblige des passages particuliers, c'est visuel, il y a des reflets, et en même temps il y a une odeur qui est très présente, c'est celle du miel, dont les surfaces sont recouvertes, et qui crée des petits lacs, des petites mares, qu'on peut contourner et qui transforment complètement le lieu. On a l'impression d'un lieu presque méditatif, de nouveau, parce qu'il y a quelque chose de très paisible dans cette installation, avec le bois du plancher qui fait remonter un peu l'espace et qui devient plus petit encore qu'il n'est, puisque le plafond ici est très bas. Et il a voulu, Simon a voulu vraiment obliger le spectateur à se déplacer dans un lieu nouveau.